Quand je dis qu'en dehors d'événements très rares, comme cet accouchement, le train-train de ma tante ne subissait jamais aucune variation, je ne parle pas de celle qui, se répétant toujours identique à des intervalles réguliers, n'introduisait au sein de l'uniformité qu'une sorte d'uniformité secondaire. C'est ainsi que tous les samedis, comme Françoise allait dans l'après-midi au marché de Roussainville-le-Pin, le déjeuner était pour tout le monde 1 heure plus tôt. Et ma tante avait si bien pris l'habitude de cette dérogation hebdomadaire à ses habitudes qu'elle tenait à cette habitude-là autant qu'aux autres. Elle y était si bien routinée, comme disait Françoise, que s'il lui avait fallu un samedi attendre pour déjeuner à l'heure habituelle, cela l'eût autant dérangée que si elle avait dû un autre jour avancer son déjeuner à l'heure du samedi. Cette avance du déjeuner donnait d'ailleurs au samedi, pour nous tous, une figure particulière, indulgente et assez sympathique. Au moment où d'habitude on a encore 1 heure à vivre avant la détente du repas, on savait que dans quelques secondes, on allait voir arriver des endives précoces, une omelette de faveur, un beefsteak immérité. Le retour de ce samedi asymétrique était un de ces petits événements intérieurs, locaux, presque civiques, qui dans les vies tranquilles et les sociétés fermées créent une sorte de lien national et deviennent le thème favori des conversations, des plaisanteries, des récits exagérés à plaisir. Il eût été le noyau tout prêt pour un cycle légendaire si l'un de nous avait eu la tête épique. Dès le matin, avant d'être habillé, sans raison, pour le plaisir d'éprouver la force de la solidarité, on se disait les uns aux autres avec bonne humeur, avec cordialité, avec patriotisme. Il n'y a pas de temps à perdre. N'oublions pas que c'est samedi. Cependant que ma tante, conférant avec Françoise et songeant que la journée serait plus longue que d'habitude, disait « Si vous leur faisiez un beau morceau de veau, comme ce samedi. » Si à 10h30, un distrait tirait sa montre en disant « Allons, encore 1h30 avant le déjeuner. » Chacun était enchanté d'avoir à lui dire « Mais voyons, à quoi pensez-vous? Vous oubliez que c'est samedi ?» On en riait encore 1/4 d'heure après et on se promettait de monter raconter cet oubli à ma tante pour l'amuser. Le visage du ciel même semblait changer. Après le déjeuner, le soleil, conscient que c'était samedi, flânait 1 heure de plus en haut du ciel, et quand quelqu'un, pensant qu'on était en retard pour la promenade, disait « Comment, seulement 2 heures ?» en voyant passer les coups du clocher de Saint-Hilaire, qui ont l'habitude de ne rencontrer encore personne dans les chemins désertés à cause du repas de midi ou de la sieste, le long de la rivière vive et blanche que le pêcheur même a abandonnée, et passe solitaire dans le ciel vacant où ne reste que quelques nuages paresseux, tout le monde en chœur lui répondait « Mais ce qui vous trompe, c'est qu'on a déjeuné 1 heure plus tôt. » Vous savez bien que c'est samedi. La surprise d'un barbare. Nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu'avait de particulier le samedi. Qui, étant venus à 11h pour parler à mon père, nous avait trouvés à table, était une des choses qui, dans sa vie, avait le plus égayé Françoise. Mais si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sût pas que nous déjeunions plutôt le samedi, elle trouvait plus comique encore, tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit, que mon père, lui, n'eût pas eu l'idée que ce barbare pouvait l'ignorer, et eût répondu sans autre explication à son étonnement de nous voir déjà dans la salle à manger « Mais voyons, c'est samedi !» Parvenue à ce point de son récit, elle essuyait des larmes d'hilarité, et pour accroître le plaisir qu'elle éprouvait, elle prolongeait le dialogue, inventait ce qu'avait répondu le visiteur, à qui ce samedi n'expliquait rien. Et bien loin de nous plaindre de ces additions,
elle ne nous suffisait pas encore et nous disions « Mais il me semblait qu'il avait dit autre chose. C'était plus long la première fois que vous l'avez raconté. » Ma grande-tante, elle-même, laissait son ouvrage, levait la tête et regardait par-dessus son lorgnon. Le samedi avait encore ceci de particulier que ce jour-là, pendant le mois de mai, nous sortions après le dîner pour aller au mois de Marie. Comme nous y rencontrions parfois Monsieur Vinteuil, très sévère pour le genre déplorable des jeunes gens négligés dans les idées de l'époque actuelle, ma mère prenait garde que rien ne clochât dans ma tenue, puis on partait pour l'église. C'est au mois de Marie que je me souviens d'avoir commencé à aimer les aubépines. N'étant pas seulement dans l'église, si sainte, mais où nous avions le droit d'entrer poser sur l'autel même, inséparable des mystères à la célébration desquels elle prenait part, elle faisait courir au milieu des flambeaux et des vases sacrés leurs branches attachées horizontalement les unes aux autres, en un apprêt de fête, et qu'enjolivaient encore les festons de leur feuillage sur lequel étaient semés à profusion, comme sur une traîne de mariée, de petits bouquets de boutons d'une blancheur éclatante. Mais, sans oser les regarder qu'à la dérobée, je sentais que ces apprêts pompeux étaient vivants, et que c'était la nature elle-même qui, en creusant ces découpures dans les feuilles, en ajoutant l'ornement suprême de ces blancs boutons, avait rendu cette décoration digne de ce qui était à la fois une réjouissance populaire et une solennité mystique. Plus haut s'ouvraient leurs corolles çà et là avec une grâce insouciante, retenant si négligemment comme un dernier et vaporeux atour le bouquet d'étamines fines comme des fils de la Vierge, qui les embrumait tout entières qu'en suivant, qu'en essayant de mimer au fond de moi le geste de leur efflorescence, je l'imaginais comme si ça avait été le mouvement de tête étourdi et rapide, au regard coquet, aux pupilles diminuées, d'une blanche jeune fille distraite et vive. Monsieur Vinteuil était venu avec sa fille se placer à côté de nous. D'une bonne famille, il avait été le professeur de piano des sœurs de ma grand-mère, et quand, après la mort de sa femme et un héritage qu'il avait fait, il s'était retiré auprès de Combray, on le recevait souvent à la maison. Mais, d'une pudibonderie excessive, il cessa de venir pour ne pas rencontrer Swann, qui avait fait ce qu'il appelait un mariage déplacé dans le goût du jour. Ma mère, ayant appris qu'il composait, lui avait dit par amabilité que quand elle irait le voir, il faudrait qu'il lui fît entendre quelque chose de lui. Monsieur Vinteuil en aurait eu beaucoup de joie, mais il poussait la politesse et la bonté jusqu'à de tels scrupules que, se mettant toujours à la place des autres, il craignait de les ennuyer et de leur paraître égoïste s'ils suivaient ou seulement laissaient deviner son désir. Le jour où mes parents étaient allés chez lui en visite, je les avais accompagnés, mais il m'avait permis de rester dehors, et comme la maison de monsieur Vinteuil, mon jouvin, était en contrebas d'un monticule boissonneux, où je m'étais cachée, je m'étais trouvée de plain-pied avec le salon du second étage, à 50 centimètres de la fenêtre. Quand on était venu lui annoncer mes parents, j'avais vu M. Vinteuil se hâter de mettre en évidence sur le piano un morceau de musique. Mais une fois mes parents entrés, il l'avait retiré et mis dans un coin. Sans doute avait-il craint de leur laisser supposer qu'il n'était heureux de les voir que pour leur jouer de ses compositions. Et chaque fois que ma mère était revenue à la charge au cours de la visite, il avait répété plusieurs fois « Mais je ne sais qui a mis cela sur le piano, ce n'est pas sa place » et avait détourné la conversation sur d'autres sujets, justement parce que cela l'intéressait moins. Sa seule passion était pour sa fille,
Et celle-ci, qui avait l'air d'un garçon, paraissait si robuste qu'on ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant les précautions que son père prenait pour elle, ayant toujours des châles supplémentaires à lui jeter sur les épaules. Ma grand-mère faisait remarquer quelle expression douce, délicate, presque timide, passait souvent dans les regards de cet enfant si rude, dont le visage était semé de taches de sang. Quand elle venait de prononcer une parole, elle l'entendait avec l'esprit de ceux à qui elle l'avait dite, s'alarmait des malentendus possibles et en voyait s'éclairer, se découper comme par transparence, sous la figure homasse du bon diable, les traits plus fins d'une jeune fille éplorée. Quant au moment de quitter l'église, je m'agenouillai devant l'autel. Je sentis tout d'un coup, en me relevant, s'échapper des aubépines une odeur amère et douce d'amande. Et je remarquai alors sur les fleurs de petites places plus blondes, sous lesquelles je me figurais que devait être cachée cette odeur, comme sous les parties gratinées le goût d'une frangipane, ou sous les taches de rousseur celui des joues de mademoiselle de Vinteuil. Malgré la silencieuse immobilité des aubépines, cette intermittente ardeur était comme le murmure de leur vie intense, dont l'autel vibrait ainsi qu'une haie agreste visitée par de vivantes antennes, auxquelles on pensait en voyant certaines étamines, presque rousses, qui semblaient avoir gardé la virulence printanière, le pouvoir irritant d'insectes aujourd'hui métamorphosés en fleurs. Nous causions un moment avec M. Vinteuil devant le porche en sortant de l'église. Il intervenait entre les gamins qui se chamaillaient sur la place, prenait la défense des petits, faisait des sermons aux grands. Si sa fille nous disait de sa grosse voix combien elle avait été contente de nous voir, aussitôt il semblait qu'en elle-même une sœur plus sensible rougissait de ce propos de bon garçon étourdi qui avait pu nous faire croire qu'elle sollicitait d'être invitée chez nous. Son père lui jetait un manteau sur les épaules, il montait dans un petit buggy qu'elle conduisait elle-même, et tous deux retournaient à Montjouvin. Quant à nous, comme c'était le lendemain dimanche, et qu'on ne se levait que pour la grande-messe, s'il faisait clair de lune et que l'air fut chaud, au lieu de nous faire rentrer directement, mon père, par amour de la gloire, nous faisait faire par le calvaire une longue promenade. Que le peu d'aptitude de ma mère à s'orienter et à se reconnaître dans son chemin lui faisait considérer comme la prouesse d'un génie stratégique. Parfois nous allions jusqu'au viaduc, dont les enjambées de pierre commençaient à la gare et me représentaient l'exil et la détresse hors du monde civilisé, parce que chaque année, en venant de Paris, on nous recommandait de faire bien attention quand ce serait Combray, de ne pas laisser passer la station, d'être prêt d'avance car le train repartait au bout de 2 minutes, et s'engager sur le viaduc au-delà des pays chrétiens, dont Combray, marquait pour moi l'extrême limite. Nous revenions par le boulevard de la Gare, où étaient les plus agréables villas de la commune. Dans chaque jardin, le clair de lune, comme Hubert Robert, semait ses degrés rompus de marbre blanc, ses jets d'eau, ses grilles entr'ouvertes. Sa lumière avait détruit le bureau du télégraphe. Il n'en subsistait qu'une colonne à demi brisée, mais qui gardait la beauté d'une ruine immortelle. Je traînais la jambe. Je tombais de sommeil. L'odeur des tilleuls qui embaumaient m'apparaissait comme une récompense qu'on ne pouvait obtenir qu'au prix de plus grandes fatigues et qui n'en valait pas la peine. De grilles, fort éloignées les unes des autres, des chiens réveillés par nos pas solitaires faisaient alterner des aboiements. Comme il m'arrive encore quelquefois d'en entendre le soir, et entre lesquels dut venir, quand sur son emplacement on créa le jardin public de Combray, se réfugier le boulevard de la Gare,
car où que je me trouve, dès qu'il commence à retentir et à se répondre, je l'aperçois avec ses tilleuls et son trottoir éclairé par la lune. Tout d'un coup, mon père nous arrêtait et demandait à ma mère « Où sommes-nous » Épuisée par la marche, mais fière de lui, elle lui avouait tendrement qu'elle n'en savait absolument rien. Il haussait les épaules et riait. Alors, comme s'il avait sorti de la poche de son veston, avec sa clé, il nous montrait debout, devant nous, la petite porte de derrière de notre jardin, qui était venue avec le coin de la rue du Saint-Esprit, nous attendre au bout de ces chemins inconnus. Ma mère lui disait avec admiration « Tu es extraordinaire ». Et à partir de cet instant, je n'avais plus un seul pas à faire. Le sol marchait pour moi dans ce jardin où depuis si longtemps, mes actes avaient cessé d'être accompagnés d'attention volontaire. L'habitude venait de me prendre dans ses bras et me portait jusqu'à mon lit, comme un petit enfant. Si la journée du samedi, qui commençait 1 heure plus tôt, et où elle était privée de Françoise, passait plus lentement qu'une autre, pour ma tante, elle en attendait pourtant le retour avec impatience depuis le commencement de la semaine, comme contenant toute la nouveauté et la distraction que fut encore capable de supporter son corps affaibli et maniaque. Et ce n'est pas cependant qu'elle n'aspira parfois à quelques plus grands changements qu'elle n'eut de ces heures d'exception où l'on a soif de quelque chose d'autre que ce qui est, et où ceux que le manque d'énergie ou d'imagination empêche de tirer d'eux-mêmes un principe de rénovation demandent à la minute qui vient, au facteur qui sonne, de leur apporter du nouveau, fût-ce du pire, une émotion, une douleur, ou la sensibilité que le bonheur a fait taire comme une harpe oisive, veut résonner sous une main, même brutale, et dût-elle en être brisée, ou la volonté qui a si difficilement conquis le droit d'être livrée sans obstacle à ses désirs, à ses peines, voudrait jeter les rênes entre les mains d'événements impérieux, fussent-ils cruels. Sans doute, comme les forces de ma tante, taries à la moindre fatigue, ne lui revenaient que goutte à goutte au sein de son repos, le réservoir était très long à remplir. Il se passait des mois avant qu'elle eût ce léger trop-plein que d'autres dérivent dans l'activité et dont elle était incapable de savoir et de décider comment user. Je ne doute pas, alors, comme le désir de la remplacer par des pommes de terre béchamel finissait au bout de quelque temps par naître du plaisir même que lui causait le retour quotidien de la purée, dont elle ne se fatiguait pas, elle ne tira de l'accumulation de ces jours monotones auxquels elle tenait tant l'attente d'un cataclysme domestique, limité à la durée d'un moment qui la forcerait d'accomplir une fois pour toutes un de ces changements dont elle reconnaissait qu'il lui serait salutaire et auquel elle ne pouvait d'elle-même se décider. Elle nous aimait, véritablement. Elle aurait eu plaisir à nous pleurer. Survenant à un moment où elle se sentait bien et n'était pas en sueur, la nouvelle que la maison était la proie d'un incendie, où nous avions déjà tous péri et qui n'allait plus bientôt laisser subsister une seule pierre des murs, mais auquel elle aurait eu tout le temps d'échapper sans se presser, à condition de se lever tout de suite, a dû souvent hanter ses espérances comme unissant aux avantages secondaires de lui faire savourer dans un long regret toute sa tendresse pour nous, et d'être la stupéfaction du village en conduisant notre deuil, courageuse et accablée, moribonde debout, celui bien plus précieux de la forcer au bon moment, sans temps à perdre, sans possibilité d'hésitation énervante à aller passer l'été dans sa jolie ferme de Mirougrin, où il y avait une chute d'eau. Comme n'était jamais survenu aucun événement de ce genre, dont elle méditait certainement la réussite quand elle était seule, absorbée dans ses innombrables jeux de patience,
et qui l'eût désespéré au premier commencement de réalisation, au premier de ces petits faits imprévus, de cette parole annonçant une mauvaise nouvelle et dont on ne peut plus jamais oublier l'accent, de tout ce qui porte l'empreinte de la mort réelle, bien différente de sa possibilité logique et abstraite, elle se rabattait, pour rendre de temps en temps sa vie plus intéressante, à y introduire des péripéties imaginaires qu'elle suivait avec passion. Elle se plaisait à supposer tout d'un coup que Françoise la volait, qu'elle recourait à la ruse pour s'en assurer, la prenait sur le fait, habituée, quand elle faisait seule des parties de cartes, à jouer à la fois son jeu et le jeu de son adversaire. Elle se prononçait à elle-même les excuses embarrassées de Françoise et y répondait avec tant de feu et d'indignation que l'un de nous, entrant à ces moments-là, la trouvait en nage, les yeux étincelants, ses faux cheveux déplacés, laissant voir son front chauve. Françoise entendit peut-être parfois dans la chambre voisine de mordants sarcasmes qui s'adressaient à elle, et dont l'invention n'eût pas soulagé suffisamment ma tante s'ils étaient restés à l'état purement immatériel. Et si, en les murmurant à mi-voix, elle ne leur eût donné plus de réalité. Quelquefois, ce spectacle donné dans un lit ne suffisait même pas à ma tante, elle voulait faire jouer ses pièces. Alors un dimanche, toute porte mystérieusement fermée, elle confiait à Eulalie ses doutes sur la probité de Françoise, son intention de se défaire d'elle, et une autre fois à Françoise ses soupçons de l'infidélité d'Eulalie, à qui la porte serait bientôt fermée. Quelques jours après, elle était dégoûtée de sa confidente de la veille et racoquinée avec le traître, lesquels d'ailleurs, pour la prochaine représentation, échangeraient leurs emplois. Mais les soupçons que pouvait parfois inspirer Eulalie n'étaient qu'un feu de paille, et tombaient vite, faute d'aliments, Eulalie n'habitant pas la maison. Il n'en était pas de même de ceux qui concernaient Françoise, que ma tante sentait perpétuellement sous le même toit qu'elle, sans que, par crainte de prendre froid, si elle sortait de son lit, elle osât descendre à la cuisine se rendre compte s'ils étaient fondés. Peu à peu, son esprit n'eut plus d'autre occupation que de chercher à deviner ce qu'à chaque moment pouvait faire et chercher à lui cacher Françoise. Elle remarquait les plus furtifs mouvements de physionomie de celle-ci, une contradiction dans ses paroles, un désir qu'elle semblait dissimuler. Et elle lui montrait qu'elle l'avait démasqué, d'un seul mot qui faisait pâlir Françoise, et que ma tante semblait trouver à enfoncer au cœur de la malheureuse un divertissement cruel. Et le dimanche suivant, une révélation d'Eulalie, comme ces découvertes qui ouvrent tout d'un coup un champ insoupçonné à une science naissante et qui se traînait dans l'ornière, prouvait à ma tante qu'elle était dans ses suppositions bien au-dessous de la vérité. « Mais Françoise doit le savoir maintenant que vous lui avez donné une voiture. »« Que je lui ai donné une voiture ?» s'écriait ma tante. « Ah ben, je sais pas, moi. Je croyais, je l'avais vu qu'il passait maintenant en calèche, fier comme Artaban, pour aller au marché de Roussainville. J'avais cru que c'était Madame Octave qui lui avait donné. » Peu à peu, Françoise et ma tante, comme la bête et le chasseur, ne cessaient plus de tâcher de prévenir les ruses l'une de l'autre. Ma mère craignait qu'il ne se développât chez Françoise une véritable haine pour ma tante qui l'offensait le plus durement qu'elle le pouvait. En tout cas, Françoise attachait de plus en plus aux moindres paroles, aux moindres gestes de ma tante, une attention extraordinaire. Quand elle avait quelque chose à lui demander, elle hésitait longtemps sur la manière dont elle devait s'y prendre. Et quand elle avait proféré sa requête, elle observait ma tante à la dérobée, tâchant de deviner dans l'aspect de sa figure ce que celle-ci avait pensé et déciderait. Et ainsi,
tandis que quelque artiste lisant les mémoires du XVIIe siècle et désirant de se rapprocher du grand roi, croit marcher dans cette voie en se fabriquant une généalogie qui le fait descendre d'une famille historique ou en entretenant une correspondance avec un des souverains actuels de l'Europe, tourne précisément le dos à ce qu'il a tort de chercher sous des formes identiques et par conséquent mortes, une vieille dame de province qui ne faisait qu'obéir sincèrement à d'irrésistibles manies et à une méchanceté née de l'oisiveté, voyait, sans avoir jamais pensé à Louis XIV, les occupations les plus insignifiantes de sa journée, concernant son lever, son déjeuner, son repos, prendre par leur singularité despotique un peu de l'intérêt de ce que Saint-Simon appelait la mécanique de la vie à Versailles. Et pouvait croire aussi que ces silences, une nuance de bonne humeur ou de hauteur dans sa physionomie, étaient de la part de Françoise l'objet d'un commentaire aussi passionné, aussi craintif que l'était le silence, la bonne humeur, la hauteur du roi quand un courtisan, ou même les plus grands seigneurs, lui avaient remis une supplique au détour d'une allée à Versailles. Un dimanche où ma tante avait eu la visite simultanée du curé et de Lally, et s'était ensuite reposée, nous étions tous montés lui dire bonsoir. Et maman lui adressait ses condoléances sur la mauvaise chance qui amenait toujours ses visiteurs à la même heure. « Je sais que les choses se sont encore mal arrangées tantôt, Léonie, » lui dit-elle avec douceur. « Vous avez eu tout votre monde à la fois. » Ce que ma grande-tante interrompit par « abondance de biens ». Car depuis que sa fille était malade, elle croyait devoir la remonter en lui présentant toujours par le bon côté, en voulant lui représenter toujours les choses par le bon côté. Mais mon père prenait la parole. « Je veux profiter, dit-il, de ce que toute la famille est réunie pour vous faire un récit sans avoir besoin de le recommencer à chacun. J'ai peur que nous soyons fâchés avec le Grandin. Il m'a à peine dit bonjour ce matin. Je ne restais pas pour entendre le récit de mon père, car j'étais justement avec lui après la messe quand nous avions rencontré monsieur le Grandin. Et je descendis à la cuisine demander le menu du dîner qui, tous les jours, me distrayait comme les nouvelles qu'on lit dans un journal et m'excitait à la façon d'un programme de fête. Comme monsieur le Grandin avait passé près de nous en sortant de l'église, marchant à côté d'une châtelaine du voisinage que nous ne connaissions que de vue, mon père avait fait un salut à la fois amical et réservé, sans que nous nous arrêtions. Monsieur le Grandin avait à peine répondu, d'un air étonné, comme s'il ne nous reconnaissait pas, et avec cette perspective du regard particulière aux personnes qui ne veulent pas être aimables et qui, du fond, subitement prolongées de leurs yeux, ont l'air de vous apercevoir comme au bout d'une route interminable et à une si grande distance qu'elles se contentent de vous adresser un signe de tête minuscule pour le proportionner à vos dimensions de marionnette. Or, la dame qu'accompagnait le Grandin était une personne vertueuse et considérée. Il ne pouvait être question qu'il fût en bonne fortune et gêné d'être surpris, et mon père se demandait comment il avait pu mécontenter le Grandin. Je regretterais d'autant plus de le savoir fâché, dit mon père, qu'au milieu de tous ces gens endimanchés, il a, avec son petit veston droit, sa cravate molle, quelque chose de si peu apprêté, de si vraiment simple et un air presque ingénu qui est tout à fait sympathique. Mais le conseil de famille fut unanimement d'avis que mon père s'était fait une idée ou que le Grandin, à ce moment-là, était absorbé par quelque chose ou quelque pensée. D'ailleurs, la crainte de mon père fut dissipée dès le lendemain soir. Comme nous revenions d'une grande promenade, nous aperçûmes près du pont vieux le Grandin qui, à cause des fêtes, restait plusieurs jours à Combray. Il vint à nous, la main tendue. « Connaissez-vous, monsieur le liseur ?» me demanda-t-il. « Ce vers.
de Paul Desjardins. Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu. N'est-ce pas la fine notation de cette heure-ci? Vous n'avez peut-être jamais lu Paul Desjardins. Lisez-le, mon enfant. Aujourd'hui, il se mue, me dit-on, en frère prêcheur, mais ce fut longtemps un aquarelliste limpide. Les bois sont déjà noirs, le ciel est encore bleu. Que le ciel reste toujours bleu pour vous, mon jeune ami. Et même à l'heure qui vient pour moi maintenant, où les bois sont déjà noirs, où la nuit tombe vite, vous vous consolerez, comme je le fais, en regardant du côté du ciel. Il sortit de sa poche une cigarette, resta longtemps les yeux à l'horizon. « Adieu, les camarades !» nous dit-il tout à coup, et il nous quitta. À cette heure où je descendais à prendre le menu, le dîner était déjà commencé et Françoise, commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les féeries où les géants se font engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait à la vapeur des pommes de terre à étuver et faisait finir à point par le feu les chefs-d'œuvre culinaires, d'abord préparés dans des récipients de céramistes qui allaient des grandes cuves, marmites, chaudrons et poissonnières, aux terrines pour le gibier, moules à pâtisserie et petits pots de crème en passant par une collection complète de casseroles de toutes dimensions. Je m'arrêtais à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les écosser, les petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu. Mais mon ravissement était devant les asperges, trempées d'outre-mer et de rose, et dont l'épi finement pignoché de mauve et d'azur se dégrade insensiblement jusqu'aux pieds, encore souillés pourtant du sol de leur plan, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s'étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient, dans leur farce poétique et grossière, comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. La pauvre charité de Giotto, comme l'appelait Swann, chargée par Françoise de les plumer, les avait près d'elle dans une corbeille. Son air était douloureux, comme si elle ressentait tous les malheurs de la terre. Et les légères couronnes d'azur qui ceignaient les asperges, au-dessus de leur tunique de rose, étaient finement dessinées, étoile par étoile, comme le sont la fresque, les fleurs bandées autour du front ou piquées dans la corbeille de la vertu de Padoue. Et cependant, Françoise tournait à la broche un de ces poulets, comme elle seule savait en rôtir, qui avait porté loin d'Encombray l'odeur de ses mérites, et qui, pendant qu'elle nous les servait à table, faisait prédominer la douceur dans ma conception spéciale de son caractère, l'arôme de cette chair qu'elle savait rendre si onctueuse et si tendre, n'étant pour moi que le propre parfum d'une de ses vertus. Mais le jour où, pendant que mon père consultait le conseil de famille sur la rencontre de Legrandin, je descendis à la cuisine, était un de ceux où la charité de Giotto, très malade de son accouchement récent, ne pouvait se lever. Françoise, n'étant plus aidée, était en retard. Quand je fus en bas, elle était en train, dans l'arrière-cuisine qui donnait sur la basse-cour, de tuer un poulet qui, par sa résistance désespérée et bien naturelle, mais accompagnée par Françoise hors d'elle tandis qu'elle cherchait à lui fendre le cou sous l'oreille, des cris de « sale bête !» mettait la sainte douceur et l'onction de notre servante un peu moins en lumière qu'il n'eût fait
au dîner du lendemain par sa peau brodée d'or comme une chasuble et son jus précieux égoutté d'un ciboire. Quand il fut mort, Françoise recueillit le sang qui coulait sans noyer sa rancune. Eut encore un sursaut de colère et, regardant le cadavre de son ennemi, dit une dernière fois « Sale bête !» Je remontai tout tremblant. J'aurais voulu qu'on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m'eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même ces poulets? Et en réalité, ce lâche calcul, tout le monde avait eu à le faire comme moi. Car ma tante Léonie savait ce que j'ignorais encore, que Françoise, qui pour sa fille, pour ses neveux, aurait donné sa vie sans une plainte, était pour d'autres êtres d'une dureté singulière. Malgré cela, ma tante l'avait gardée, car si elle connaissait sa cruauté, elle appréciait son service. Je m'aperçus peu à peu que la douceur, la componction, les vertus de Françoise cachaient des tragédies d'arrière-cuisine. Comme l'histoire découvre que le règne des rois et des reines, qui sont représentés les mains jointes dans les vitraux des églises, furent marqués d'incidents sanglants. Je me rendis compte que, en dehors de ceux de sa parenté, les humains excitaient d'autant plus sa pitié par leur malheur qu'ils vivaient plus éloignés d'elle. Les torrents de larmes qu'elle versait en lisant le journal sur les infortunes des inconnus se tarissaient vite si elle pouvait se représenter la personne qui en était l'objet d'une façon un peu précise. Une de ces nuits, qui suivirent l'accouchement de la fille de cuisine, celle-ci fut prise d'atroces coliques. Maman l'entendit se plaindre, se leva et réveilla Françoise qui, insensible, déclara que tous ces cris étaient une comédie, qu'elle voulait faire la maîtresse. Le médecin qui craignait ces crises avait mis un signet dans un livre de médecine que nous avions à la page où elles sont décrites et où il nous avait dit de nous reporter pour trouver l'indication des premiers soins à donner. Ma mère envoya Françoise chercher le livre en lui recommandant de ne pas laisser tomber le signet. Au bout d'une heure, Françoise n'était pas revenue. Ma mère, indignée, crut qu'elle s'était recouchée et me dit d'aller voir moi-même dans la bibliothèque. J'y trouvai Françoise qui, ayant voulu regarder ce que le signet marquait, lisait la description clinique de la crise et poussait des sanglots maintenant qu'il s'agissait d'une malade type qu'elle ne connaissait pas. À chaque symptôme douloureux mentionné par l'auteur du traité, elle s'écriait « Hélas, Sainte Vierge, est-il possible que le bon Dieu veuille faire souffrir aussi une malheureuse créature humaine? Et la pauvre !» Mais dès que je l'eus appelée, et qu'elle fut revenue près du lit de la Charité de Giotto, ses larmes cessèrent aussitôt de couler. Elle ne put reconnaître ni cette agréable sensation de pitié et d'attendrissement qu'elle connaissait bien et que la lecture des journaux lui avait souvent donnée, ni aucun plaisir de même famille dans l'ennui et dans l'irritation de s'être levée au milieu de la nuit pour la fille de cuisine, et elle a vu des mêmes souffrances dont la description l'avait fait pleurer. Elle n'eut que des ronchonnements de mauvaise humeur, même d'affreux sarcasmes, disant, quand elle crut que nous étions partis et ne pouvions plus l'entendre, elle n'avait qu'à pas de faire ce qu'il faut pour ça. Ça lui a fait plaisir qu'elle ne se passe pas de manière maintenant. Faut-il tout de même qu'un garçon ait été abandonné du bon Dieu pour aller avec ça? C'est bien comme on disait dans le patois de ma pauvre mère, qui du cul d'un chien s'amourose, il lui paraît une rose. Si quand son petit-fils était un peu enrhumé, elle partait la nuit, même malade, au lieu de se coucher pour voir s'il n'avait besoin de rien, faisant 4 lieues à pied avant le jour afin d'être rentrée pour son travail, en revanche, ce même amour des siens et son désir d'assurer la grandeur future de sa maison se traduisait dans sa politique à l'égard des autres domestiques par une maxime constante qui fut de n'en jamais laisser un seul s'implanter chez ma tante, qu'elle mettait d'ailleurs une sorte d'orgueil à ne laisser approcher par personne, préférant, quand elle-même était malade, se relever pour lui donner son eau d'Ichy, plutôt que de permettre l'accès de la chambre de sa maîtresse à la fille de cuisine. Et comme cet hyménoptère observé par Fabre
la guêpe fuisseuse qui, pour que ses petits, après sa mort et de la viande fraîche à manger, appelle l'anatomie au secours de sa cruauté, ayant capturé des charançons et des araignées, leur perce avec un savoir et une adresse merveilleux le centre nerveux d'où dépend le mouvement des pattes, mais non les autres fonctions de la vie, de façon que l'insecte paralysé près duquel elle dépose ses œufs fournisse aux larves, quand elles écloreront, un gibier docile, inoffensif, incapable de fuite ou de résistance, mais nullement faisandé, Françoise trouvait pour servir sa volonté permanente de rendre la maison intenable à tout domestique. Des ruses si savantes et si impitoyables que bien des années plus tard, nous apprîmes que si cet été-là, nous avions mangé presque tous les jours des asperges, c'était parce que leur odeur donnait à la pauvre fille de cuisine chargée de les éplucher des crises d'asthme d'une telle violence qu'elle fut obligée de finir par s'en aller. Hélas, nous devions définitivement changer d'opinion sur le Grandin. Un des dimanches qui suivit la rencontre sur le Pont-Vieux, après laquelle mon père avait dû confesser son erreur, comme la messe finissait et qu'avec le soleil et le bruit du dehors, quelque chose de si peu sacré entrait dans l'église que Madame Goupil, Madame Percepied, toutes les personnes qui tout à l'heure, à mon arrivée, un peu en retard, étaient restées les yeux absorbés dans leurs prières, et que j'aurais même pu croire ne m'avoir pas vu entrer si, en même temps, leurs pieds n'avaient repoussé légèrement le petit banc qui m'empêchait de gagner ma chaise. Commençait à s'entretenir avec nous à haute voix de sujets tout temporels, comme si nous étions déjà sur la place, nous vîmes sur le seuil brûlant du porche, dominant le tumulte bariolé du marché, le Grandin, que le mari de cette dame avec qui nous l'avions dernièrement rencontré était en train de présenter à la femme d'un autre gros propriétaire terrien des environs. La figure de Legrandin exprimait une animation, un zèle extraordinaire. Il fit un profond salut avec un renversement secondaire en arrière qui ramena brusquement son dos au-delà de la position de départ et qu'avait dû lui apprendre le mari de sa sœur, Madame de Cambremer. Ce redressement rapide fit refluer en une sorte d'ongle fougueuse et musquée la croupe de Legrandin, que je ne supposais pas si charnue, et je ne sais pourquoi, cette ondulation de pure matière, ce flot tout charnel, sans expression de spiritualité et qu'un empressement plein de bassesse fouettait en tempête, éveillèrent tout d'un coup dans mon esprit la possibilité d'un Legrandin tout différent de celui que nous connaissions. Cette dame le pria de dire quelque chose à son cocher, et tandis qu'il allait jusqu'à la voiture, l'empreinte de joie timide et dévouée que la présentation avait marquée sur son visage y persistait encore. Ravi, dans une sorte de rêve, il souriait. Puis il revint vers la dame en se hâtant, et comme il marchait plus vite qu'il n'en avait l'habitude, ses deux épaules oscillaient de droite et de gauche ridiculement, et il avait l'air tant. Il s'y abandonnait entièrement, en n'ayant plus souci du reste, d'être le jouet inerte et mécanique du bonheur. Cependant, nous sortions du porche. Nous allions passer à côté de lui. Il était trop bien élevé pour détourner la tête, mais il fixa de son regard soudain chargé d'une rêverie profonde un point si éloigné de l'horizon qu'il ne put nous voir et n'eut pas à nous saluer. Son visage restait ingénu au-dessus d'un veston souple et droit qui avait l'air de se sentir fourvoyé malgré lui au milieu d'un luxe détesté. Et une lavalière à pois qu'agitait le vent de la place continuait à flotter sur Legrandin comme l'étendard de son fier isolement et de sa noble indépendance. Au moment où nous arrivions à la maison, maman s'aperçut qu'on avait oublié le Saint-Honoré et demanda à mon père de retourner avec moi sur nos pas, dire qu'on l'apporta tout de suite.
nous croisâmes près de l'église le Grandin qui venait en sens inverse, conduisant la même dame à sa voiture. Il passa contre nous, ne s'interrompit pas de parler à sa voisine, et nous fit du coin de son œil bleu un petit signe en quelque sorte intérieur aux paupières, et qui, n'intéressant pas les muscles de son visage, put passer parfaitement inaperçu de son interlocutrice. Mais, cherchant à compenser par l'intensité du sentiment le champ un peu étroit où il en circonscrivait l'expression, dans ce coin d'azur qui nous était affecté, il fit pétiller tout l'entrain de la bonne grâce qui dépassa l'enjouement, frisa la malice, il subtilisa les finesses de l'amabilité jusqu'au clignement de la connivence, au demi-mot, au sous-entendu, au mystère de la complicité, et finalement exalta les assurances d'amitié jusqu'aux protestations de tendresse, jusqu'à la déclaration d'amour, illuminant alors, pour nous seuls, d'une langueur secrète et invisible, à la châtelaine, une prunelle énamourée dans un visage de glace. Il avait précisément demandé la veille à mes parents de m'envoyer dîner ce soir-là avec lui. « Venez tenir compagnie à votre vieil ami », m'avait-il dit. Comme le bouquet qu'un voyageur nous envoie d'un pays où nous ne retournerons plus, faites-moi respirer du lointain de votre adolescence ces fleurs des printemps que j'ai traversées moi aussi il y a bien des années. Venez avec la prime vert, la barbe de chanoine, le bassin d'or. Venez avec le sédum dont est fait le bouquet de dilection de la flore balsacienne, avec la fleur du jour de la résurrection, la pâquerette et la boule de neige des jardins qui commencent à embaumer dans les allées de votre grande-tante, quand ne sont pas encore fondues les dernières boules de neige des giboulées de Pâques. Venez, avec la glorieuse vêture de soie du lys digne de Salomon, et l'émail polychrome des pensées, mais venez surtout, avec la brise fraîche encore des dernières gelées, et qui va entr'ouvrir pour les 2 papillons qui depuis ce matin attendent à la porte la première rose de Jérusalem. On se demandait à la maison si on devait m'envoyer tout de même dîner avec monsieur le Grandin. Mais ma grand-mère refusa de croire qu'il eût été impoli. Vous reconnaissez vous-même qu'il vient là avec sa tenue toute simple, qui n'est guère celle d'un mondain. Elle déclarait qu'en tout cas, et à tout mettre au pis, s'il l'avait été, mieux valait ne pas avoir l'air de s'en être aperçu. À vrai dire, mon père lui-même, qui était pourtant le plus irrité contre l'attitude qu'avait eue le Grandin, gardait peut-être un dernier doute sur le sens qu'elle comportait. Elle était comme toute attitude ou action où se révèle le caractère profond et caché de quelqu'un. Elle ne se relie pas à ses paroles antérieures. Nous ne pouvons pas la faire confirmer par le témoignage du coupable qui n'avouera pas. Nous en sommes réduits à celui de nos sens dont nous nous demandons, devant ce souvenir isolé et incohérent, s'ils n'ont pas été le jouet d'une illusion. De sorte que de telles attitudes, les seules qui aient de l'importance, nous laissent souvent quelques doutes. Je dînais avec le Grandin sur sa terrasse. Il faisait clair de lune. « Il y a une jolie qualité de silence, n'est-ce pas ?» me dit-il. « Au cœur blessé comme l'est le mien, un romancier que vous lirez plus tard prétend que conviennent seulement l'ombre et le silence. Et voyez-vous, mon enfant, il vient dans la vie une heure dont vous êtes bien loin encore, où les yeux lasses ne tolèrent plus qu'une lumière, celle qu'une belle nuit comme celle-ci prépare et distille avec l'obscurité, où les oreilles ne peuvent plus écouter de musique que celle que joue le clair de lune sur la flûte du silence. » J'écoutais les paroles de monsieur le Grandin qui me paraissaient toujours si agréables. Mais troublée par le souvenir d'une femme que j'avais aperçue dernièrement pour la première fois, et pensant maintenant que je savais que le Grandin était lié avec plusieurs personnalités aristocratiques des environs, que peut-être
il connaissait celle-ci. Prenant mon courage, je lui dis « Est-ce que vous connaissez, monsieur, les châtelaines de Guermantes ?» Heureux aussi, en prononçant ce nom, de prendre sur lui une sorte de pouvoir, par le seul fait de le tirer de mon rêve et de lui donner une existence objective et sonore. Mais, à ce nom de Guermantes, je vis au milieu des yeux bleus de notre ami se ficher une petite encoche brune, comme s'il venait d'être percé par une pointe invisible, tandis que le reste de la prunelle réagissait en sécrétant des flots d'azur. Le cerne de sa paupière noircie s'abaissa, et sa bouche, marquée d'un pli amer, se ressaisissant plus vite, sourit, tandis que le regard restait douloureux comme celui d'un beau martyr dont le corps est hérissé de flèches. « Non, je ne les connais pas, » dit-il. Mais au lieu de donner à un renseignement aussi simple, à une réponse aussi peu surprenante, le ton naturel et courant qui convenait, il le débita en appuyant sur les mots, en s'inclinant, en saluant de la tête à la fois avec l'insistance qu'on apporte pour être cru, à une affirmation invraisemblable, comme si ce fait, qui ne connut pas les Guermantes, ne pouvait être l'effet que d'un hasard singulier, et aussi avec l'emphase de quelqu'un qui, ne pouvant pas taire une situation qui lui est pénible, préfère la proclamer pour donner aux autres l'idée que l'aveu qu'il fait ne lui cause aucun embarras, est facile, agréable, spontané, que la situation elle-même, l'absence de relation avec les Guermantes, pourrait bien avoir été non pas subie, mais voulue par lui, résulter de quelque tradition de famille, principe de morale ou vœu mystique, lui interdisant nommément la fréquentation des Guermantes. « Non, » reprit-il, expliquant par ses paroles sa propre intonation. « Non, je ne les connais pas. Je n'ai jamais voulu. J'ai toujours tenu à sauvegarder ma pleine indépendance. Au fond, je suis une tête jacobine, vous le savez. Beaucoup de gens sont venus à la rescousse, on me disait que j'avais tort de ne pas aller à Guermantes, que je me donnais l'air d'un malotru, d'un vieil ours. Mais voilà une réputation qui n'est pas pour m'effrayer, elle est si vraie. Au fond, je n'aime plus au monde que quelques églises, 2 ou 3 livres, à peine davantage de tableaux, et le clair de lune, quand la brise de votre jeunesse apporte jusqu'à moi l'odeur des parterres que mes vieilles prunelles ne distinguent plus. Je ne comprenais pas bien que pour ne pas aller chez des gens qu'on ne connaît pas, il fut nécessaire de tenir à son indépendance, et en quoi cela pouvait vous donner l'air d'un sauvage ou d'un ours. Mais ce que je comprenais, c'est que Legrandin n'était pas tout à fait véridique quand il disait n'aimer que les églises, le clair de lune et la jeunesse. Il aimait beaucoup les gens des châteaux, et se trouvait pris devant eux d'une si grande peur de leur déplaire qu'il n'osait pas leur laisser voir qu'il avait pour amis des bourgeois, des fils de notaires ou d'agents de change, préférant, si la vérité devait se découvrir, que ce fût en son absence, loin de lui, et par défaut. Il était snob. Sans doute il ne disait jamais rien de tout cela dans le langage que mes parents et moi-même nous aimions tant. Et si je demandais « Connaissez-vous les Guermantes ?» Legrandin, le causeur, répondait « Non, je n'ai jamais voulu les connaître. » Malheureusement, il ne le répondait qu'en second, car un autre Legrandin qu'il cachait soigneusement au fond de lui, qu'il ne montrait pas parce que ce Legrandin-là savait sur le nôtre, sur son snobisme, des histoires compromettantes, un autre Legrandin avait déjà répondu par la blessure du regard, par le rictus de la bouche, par la gravité excessive du ton de la réponse, par les 1000 flèches dont notre Legrandin s'était trouvé en un instant lardé et alangui, comme un saint Sébastien du snobisme. « Hélas, que vous me faites mal. Non, je ne connais pas les Guermantes.
ne réveillez pas la grande douleur de ma vie. Et comme c'est le Grandin enfant terrible, c'est le Grandin maître chanteur, s'il n'avait pas le joli langage de l'autre, avait le verbe infiniment plus prompt. Composé de ce qu'on appelle réflexe, quand le Grandin, le causeur, voulait lui imposer silence, l'autre avait déjà parlé et notre ami avait beau se désoler de la mauvaise impression que les révélations de son alter ego avaient dû produire, il ne pouvait qu'entreprendre de la pallier. Et certes, cela ne veut pas dire que monsieur le Grandin ne fut pas sincère quand il tonnait contre les snobs. Il ne pouvait pas savoir, au moins par lui-même, qu'il le fut, puisque nous ne connaissons jamais que les passions des autres, et que ce que nous arrivons à savoir des nôtres, ce n'est que d'eux que nous avons pu l'apprendre. Sur nous, elle n'agissait que d'une façon seconde, par l'imagination qui substitue aux premiers mobiles des mobiles de relais qui sont plus décents. Jamais le snobisme de Legrandin ne lui conseillait d'aller voir souvent une duchesse. Il chargeait l'imagination de Legrandin de lui faire apparaître cette duchesse comme parée de toutes les grâces. Legrandin se rapprochait de la duchesse, s'estimant de céder à cet attrait de l'esprit et de la vertu qu'ignorent les infâmes snobs. Seuls les autres savaient qu'il en était un. Car grâce à l'incapacité où il était de comprendre le travail intermédiaire de son imagination, il voyait en face l'une de l'autre l'activité mondaine de Legrandin et sa cause première. Maintenant, à la maison, on n'avait plus aucune illusion sur monsieur Legrandin, et nos relations avec lui s'étaient fort espacées. Maman s'amusait infiniment chaque fois qu'elle prenait Legrandin en flagrant délit du péché qu'il n'avouait pas, qu'il continuait à appeler le péché sans rémission, le snobisme. Mon père lui avait de la peine à prendre les dédains de Legrandin avec tant de détachement et de gaieté. Et quand on pensa une année à m'envoyer passer les grandes vacances à Balbec avec ma grand-mère, il dit « Il faut absolument que j'annonce à Legrandin que vous irez à Balbec, pour voir s'il vous offrira de vous mettre en rapport avec sa sœur. Il ne doit pas se souvenir nous avoir dit qu'elle demeurait à 2 kilomètres de là. » Ma grand-mère, qui trouvait qu'au bain de mer, il faut être du matin au soir sur la plage à humer le sel et qu'on n'y doit connaître personne parce que les visites, les promenades sont autant de prix sur l'air marin, demandait au contraire qu'on ne parlât pas de nos projets à Legrandin, voyant déjà sa sœur, Madame de Cambremer, débarquant à l'hôtel au moment où nous serions sur le point d'aller à la pêche et nous forçant à rester enfermés pour la recevoir. Mais maman riait de ses craintes, pensant à part elle que le danger n'était pas si menaçant, que Legrandin ne serait pas si pressé de nous mettre en relation avec sa sœur. Or, sans qu'on eût besoin de lui parler de Balbec, ce fut lui-même, Legrandin, qui, ne se doutant pas que nous eussions jamais l'intention d'aller de ce côté, vint se mettre dans le piège un soir où nous le rencontrâmes au bord de la Vivonne. Il y a dans les nuages ce soir des violets et des bleus bien beaux, n'est-ce pas mon compagnon? Dit-il à mon père. Un bleu surtout, plus floral qu'aérien. Un bleu de cinéraire qui surprend dans le ciel. Et ce petit nuage rose n'a-t-il pas aussi un teint de fleurs, d'œillets ou d'hydrangea? Il n'y a guère que dans la Manche, entre Normandie et Bretagne, que j'ai pu faire de plus riches observations sur cette sorte de règne végétal de l'atmosphère. Là-bas, près de Balbec, près de ces lieux sauvages, il y a une petite baie, d'une douceur charmante où le coucher de soleil du pays d'Auge, le coucher de soleil rouge et or, que je suis loin de dédaigner, d'ailleurs, est sans caractère, insignifiant, mais dans cette atmosphère humide et douce, s'épanouissent le soir en quelques instants de ces bouquets célestes bleus et roses qui sont incomparables et qui mettent souvent des heures à se faner. D'autres s'effeuillent tout de suite, et c'est alors plus beau encore de voir le ciel entier que jonche la dispersion d'innombrables pétales soufrés ou roses. Dans cette baie,
dites d'opale, les plages d'or semblent plus douces encore pour être attachées comme de blondes andromèdes à ces terribles rochers des côtes voisines, à ce rivage funèbre fameux par tant de naufrages où tous les hivers bien des barques trépassent au péril de la mer. Baalbek, la plus antique ossature géologique de notre sol. Vraiment, Armor, la mer, la fin de la terre, la région maudite qu'Anatole France, un enchanteur que devrait lire notre petit ami, a si bien peinte sous ses brouillards éternels, comme le véritable pays des Cimériens dans l'Odyssée. De Baalbek surtout, où déjà des hôtels se construisent, superposés au sol antique et charmant, qui n'altèrent pas, quel délice d'excursionner à 2 pas dans ces régions primitives et si belles. Ah, est-ce que vous connaissez quelqu'un à Baalbek? Dit mon père. Justement, ce petit-là doit y aller passer 2 mois avec sa grand-mère, et peut-être avec ma femme. Le Grandin, pris au dépourvu par cette question à un moment où ses yeux étaient fixés sur mon père, ne put les détourner. Mais les attachant de seconde en seconde avec plus d'intensité, et tout en souriant tristement, sur les yeux de son interlocuteur, avec un air d'amitié et de franchise et de ne pas craindre de le regarder en face, il sembla lui avoir traversé la figure comme si elle fût devenue transparente, et voir en ce moment bien au-delà derrière elle un nuage vivement coloré qui lui créait un alibi mental et qui lui permettrait d'établir qu'au moment où on lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un à Baalbek, il pensait à autre chose et n'avait pas entendu la question. Habituellement, de tels regards font dire à l'interlocuteur « À quoi pensez-vous donc ?» Mais mon père, curieux, irrité et cruel, reprit « Est-ce que vous avez des amis de ce côté-là que vous connaissez si bien Baalbek ?» Dans un dernier effort désespéré, le regard souriant de Legrandin atteignit son maximum de tendresse, de vague, de sincérité et de distraction, mais pensant sans doute qu'il n'y avait plus qu'à répondre, il nous dit « J'ai des amis partout où il y a des groupes d'arbres blessés, mais non vaincus, qui se sont rapprochés pour implorer ensemble avec une obstination pathétique un ciel inclément qui n'a pas pitié d'eux. » « Ah, ce n'est pas cela que je voulais dire, » interrompit mon père, aussi obstiné que les arbres et aussi impitoyable que le ciel. « Je demandais pour le cas où il arriverait n'importe quoi à ma belle-mère et où elle aurait besoin de ne pas se sentir là-bas en pays perdu, si vous y connaissiez du monde. » « Là comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne, » répondit le Grandin qui ne se rendait pas si vite. « Beaucoup les choses et fort peu les personnes. Mais les choses elles-mêmes y semblent des personnes rares d'une essence délicate et que la vie aurait déçues. Parfois, c'est un castel que vous rencontrez sur la falaise, au bord du chemin, où il s'est arrêté pour confronter son chagrin, au soir encore rose, où monte la lune d'or et dont les barques qui rentrent, en striant l'eau d'y après, hissent à leur mât la flamme et portent les couleurs. Parfois, c'est une simple maison solitaire, plutôt laide, l'air timide mais romanesque qui cache à tous les yeux quelque secret impérissable de bonheur et de désenchantement. Ce pays sans vérité, ajouta-t-il, avec une délicatesse machiavélique, ce pays de pure fiction est d'une mauvaise lecture pour un enfant. Et ce n'est certes pas lui que je choisirais et recommanderais pour mon petit ami, déjà si enclin à la tristesse pour son cœur prédisposé. Les climats de confidence amoureuse et de regrets inutiles peuvent convenir au vieux désabusé que je suis. Ils sont toujours malsains pour un tempérament qui n'est pas formé, croyez-moi, reprit-il avec insistance. Les eaux de cette baie, déjà à moitié bretonnes, peuvent exercer une action sédative, d'ailleurs discutable sur un cœur qui n'est plus intact comme le mien.
sur un cœur dont la lésion n'est plus compensée. Elles sont contre-indiquées à votre âge, petit garçon. Bonne nuit, voisin, ajouta-t-il en nous quittant, avec cette brusquerie évasive dont il avait l'habitude, et se retournant vers nous, avec un doigt levé de docteur, il résuma sa conclusion. Pas de Balbec avant 50 ans, et encore, cela dépend de l'état du cœur, nous cria-t-il. Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions. Ce fut peine inutile. Comme cet escroc érudit qui employait à fabriquer de faux palimpsestes, un labeur et une science dont la 100e partie eût suffi à lui assurer une situation plus lucrative, mais honorable. Monsieur Legrandin, si nous avions insisté encore, aurait fini par édifier toute une éthique de paysage et une géographie céleste de la basse Normandie, plutôt que de nous avouer qu'à 2 kilomètres de Balbec habitait sa propre sœur, et d'être obligé à nous offrir une lettre d'introduction qui n'eût pas été pour lui un tel sujet d'effroi, s'il avait été absolument certain, comme il aurait dû l'être en effet, avec l'expérience qu'il avait du caractère de ma grand-mère, que nous n'en aurions pas profité.